Bonsoir à tous, je vous remercie de nous avoir invités. Alors, moi je vais vous faire un petit peu tout ce qui concerne les signes cliniques et les méthodes diagnostiques. Alors, la définition, en fait, la dysfonction du sphincter de Die, c'est l'ensemble des manifestations en rapport avec un trouble de la contraction du sphincter de Die. Alors, il y a plusieurs termes qui sont employés, qui sont souvent impropres. On parlait souvent, nous, d'audit, mais qui voulait dire qu'il y avait une inflammation au niveau du sphincter, mais qui en fait n'existe généralement pas. Il y avait un terme de dyskinésie biliaire, mais qui impliquait aussi qu'il y a des anomalies de la vésicule biliaire, ou de sténose œdienne, mais qui existe parfois dans la dysfonction du sphincter de Die, mais qui n'est pas systématique. Alors, le rôle du sphincter de Die, c'est de réguler le flux bilio-pancréatique dans le duodénum. C'est aussi d'empêcher le reflux duodénal vers la voie biliaire principale. Et c'est aussi, ça a une action sur le remplissage de la vésicule biliaire. Alors là, je vous ai mis une diapositive d'anatomie. Et en fait, on voit, là, ici, vous avez l'orifice papillaire, le sphincter qui est là, le sphincter propre, avec ici le canal pancréatique principal et la voie biliaire principale, la partie terminale du cholédoque. On voit que ce sphincter, en fait, est constitué d'une structure musculaire lisse, essentiellement. Donc c'est un sphincter propre qui a une activité contractile qui est indépendante du duodénum. Alors la régulation, la contraction du sphincter de Die est assez complexe, et de façon assez schématique et assez simple. En fait, c'est une régulation neurohormonale qui est effectuée par la cholécystokinine, qui a un effet relaxant sur le sphincter. Alors, les manifestations, en général, elles sont diagnostiquées après une cholécystectomie. Mais il faut savoir qu'il existe des dysfonctions du sphincter de Die avant toute cholécystectomie. Il y a des patients d'ailleurs qui décrivent bien qu'ils ont exactement les mêmes douleurs qu'ils avaient précédemment la cholécystectomie. Et il y a des études qui ont montré que quand on fait une manométrie biliaire avant toute chirurgie, on a des dysfonctions du sphincter de Die dans 4 à 40% des cas, en fonction si on a des anomalies du bilan hépatique ou pas. Donc c'est une pathologie qui touche essentiellement la femme, avec un rapport de 1 sur 9. L'âge moyen est d'à peu près 58 ans, et il faut savoir que le délai d'apparition est très variable. Il va de quelques semaines après la cholécystectomie à plusieurs années, parfois 15-20 ans après la cholécystectomie. Et donc ce sont des douleurs essentiellement biliaires de type colique hépatique ou des douleurs pancréatiques qui sont souvent d'intensité importante et récurrente. Alors c'est une source de consultation aux urgences parce que les douleurs sont très violentes et elles inhibent complètement l'inspiration. Les cris sont très invalidantes, très très mal vécues par les patientes en général. Et en fait, il y a même une appréhension à la récidive des cris, c'est-à-dire que les patients sont vraiment angoissés quand ils viennent en consultation. Ils sont passés 2-3 fois aux urgences et ils ont vraiment la peur d'un nouveau déclenchement et ça gêne leur qualité de vie. Alors, comme ça a été dit, elle peut s'accompagner d'une élévation transitoire des transaminases et de la lipase, et c'est vrai que pour le diagnostic, c'est plus facile à prendre en charge, parce que quand il y a des crises douloureuses et qu'il n'y a pas de perturbation du bilan hépatique, là, c'est un peu le flou pour tout le monde. Ça peut être très bien des troubles fonctionnels intestinaux, comme des douleurs liées au dysfonctionnement du sphincter de Die. Alors, il faut savoir que les épisodes pancréatiques purs sont jamais sévères et que l'atteinte isolée du pancréas est assez rare en général. C'est-à-dire que l'épisode de pancréatite aiguë isolée sans perturbation du bilan hépatique, ça existe, on en voit quelques-unes, mais c'est plutôt rare. En général, il y a des perturbations associées du bilan hépatique. Donc on a parlé de la classification de Milwaukee qui va permettre de définir et de décrire la dysfonction du sphincter de Die uniquement en cas de douleur biliaire. Ça ne prend pas en compte la pathologie pancréatique. Et donc cette classification de Milwaukee n'est valable qu'après élimination d'un obstacle organique au niveau de la voie biliaire principale. Donc il y a 4 items. Le principal, c'est les douleurs qui sont présentes dans les 3 types. Après, c'est les perturbations du bilan hépatique et de la lipase qui sont présents dans le type 1, parfois dans le type 2, mais jamais dans le type 3.
Il y a une dilatation de la voie biliaire principale sur les examens morphologiques, que ce soit l'échographie, le scanner ou l'échoendoscopie, qui sont aussi... Pardon. Hop. Non, c'est pas ça. Qui sont aussi présents dans le type 1, toujours présents dans le type 1, parfois dans le type 2 et jamais dans le type 3. Alors, comme l'a dit mon collègue, le retard, il y a un signe de CPRE, donc de cholangiographie rétrograde, qui est le retard à la vidange biliaire. En fait, en pratique, c'est jamais utilisé parce qu'on ne fait jamais de CPRE à visée diagnostique pour une dysfonction du sphincter de Die. Et en fait, ce qui est appliqué aujourd'hui, c'est plutôt la scintigraphie biliaire. Donc, on va utiliser ces 3 items plus les données de la scintigraphie biliaire pour différencier les types 1, où en fait, ça correspond à une fibrose, à une sténose organique du sphincter de Die, que les types 3 qui sont considérés plutôt comme fonctionnels. Et c'est vrai que ça a un intérêt dans la prise en charge ultérieure thérapeutique. Là, je vous ai mis une image, mais bon, ça ressemble un peu à ce qu'on voit en IRM d'une CPRE avec une dilatation, on voit assez importante en général de la voie biliaire principale, qui peut atteindre une vingtaine de millimètres, et une dilatation associée des voies biliaires intrahépatiques. Et on voit que l'obstacle est bas et de siège papillaire. En échoendoscopie, on peut avoir ce même type d'image, mais il faut savoir que par rapport à l'IRM ou au scanner, la dilatation en échoendoscopie est souvent minorée de quelques millimètres. En général, si on a une dilatation de 10 mm en échoendoscopie, ça correspond à une dilatation à l'IRM de 15 ou 13-15 mm. D'accord ? Alors, quelles sont les méthodes diagnostiques pour la dysfonction du sphincter de Die ? Comme l'a dit mon collègue, il faut vraiment éliminer un diagnostic différentiel. Et il y a à peu près trois gros diagnostics différentiels. Le principal, c'est la lithiase biliaire résiduelle. C'est aussi et surtout, dans tous les cas, il faut éliminer un ampulum vatérien qui est présent à peu près dans 5% des cas. En cas d'atteinte pancréatique, il faudra éliminer toutes les pancréatites alcooliques, auto-immunes et les génétiques, ou toute pancréatite liée à des kystes. Il faut savoir que dans les pancréatites alcooliques, il y a aussi une sténose, un rétrécissement du sphincter de Die de façon physiologique. Alors, le gold standard, mais en fait qui n'est jamais utilisé, c'est la manométrie eudienne. Pourquoi c'est jamais utilisé? Parce qu'en fait, on va mettre un cathéter par CPRE dans la voie biliaire principale et dans le canal pancréatique principal. Et donc, comme tout, il faut forcément opacifier pour savoir où on est. Et donc, après opacification, il y a un risque de pancréatite aiguë avec une morbidité qui est plutôt aux alentours de 6% plutôt que 25%. Ça dépend où c'est fait, c'est toujours pareil. Mais en pratique, ça se faisait à Beaujon. Je crois ça se fait encore, mais on n'en fait quasiment jamais. De toute façon, maintenant, on a un gold standard, entre guillemets, qui est plutôt la scintigraphie biliaire. Et cet examen est beaucoup trop dangereux chez ces patients. Il faut savoir que le sphincter peut être parfois très très fermé et qu'on ne voit même pas d'orifice papillaire, et donc il est quasiment impossible de rentrer un cathéter dans la voie biliaire sans réaliser des techniques de pré-coupe. Donc le but de la manométrie, mais qui n'est plus utilisé, c'était essentiellement de mesurer la pression basale du sphincter de Die, qui était là. Et on considérait que si cette pression était supérieure à 35 mm de mercure ou 40 mm de mercure, il y avait une dysfonction du sphincter de Die. C'est un examen qui a été très sensible puisque dans 86% des cas, il était positif, c'est-à-dire qu'on avait une pression basale supérieure à 40 mm de mercure dans les types 1 de la classification de Milwaukee. Par contre, dans les types 2 et dans les types 3, c'est un peu comme la scintille biliaire, finalement, la sensibilité est bien moindre. C'est un examen qui a une faible valeur prédictive négative qui est évaluée à 42% en cas de DSO. Alors, en fait, les autres méthodes diagnostiques, c'est surtout pour éliminer un diagnostic différentiel. C'est pas avec l'échoendoscopie, enfin ça arrive, mais le but c'est pas de faire le diagnostic formel de DSO, mais c'est surtout éliminer une pathologie type lithiase biliaire ou ampulum vatérien pour parler de dysfonction du sphincter de Die. D'accord ? Donc l'échoendoscopie, c'est une sonde de. Voilà. Donc on met un endoscope avec au bout une sonde miniature d'échographie, et c'est l'examen vraiment, c'est l'examen majeur dans l'exploration de la voie biliaire principale
et dans l'exploration pancréatique, parce que ça nous permet, là on voit une voie biliaire principale, ça nous permet vraiment de visualiser des calculs qui sont parfois de taille millimétrique, de la boue biliaire, ce que ne peut faire l'IRM et ce que ne peut pas faire les autres examens. Là vous voyez, c'est la partie cholédossienne de la voie biliaire principale, avec ici le sphincter, la papille, donc le sphincter de Die à ce niveau-là. Alors les autres méthodes diagnostiques, l'IRM biopancréatique finalement, elle est quasiment pas utilisée. Souvent quand les patients présentent des douleurs violentes et qui consultent aux urgences, en général ils ont le droit, comme les douleurs apparaissent de façon très retardée par rapport à la cholestectomie, on a le droit à un bilan hépatique. Ils font souvent une échographie, voire un scanner pour voir s'il y a une pathologie biliopancréatique. Et en fait, si cette pathologie biliopancréatique organique est éliminée, souvent les patients, on les voit pour la réalisation d'une écho-endoscopie pour éliminer un calcul de la voie biliaire principale. En fait, je pense que les centres qui pratiquent l'IRM biliopancréatique, c'est un problème surtout d'accessibilité à l'écho-endoscopie, ou alors chez des patients âgés pour lesquels on préfère éviter une anesthésie générale, mais il faut savoir que l'IRM biliopancréatique quand même est moins sensible pour les petits calculs ou la boue biliaire que l'écho-endoscopie. Alors, est-ce qu'on peut faire à visée diagnostique une CPRE? Normalement, non, sauf si on a un doute sur un ampulum vatérien à l'écho-endoscopie. Alors là, on fait une duodénoscopie plus qu'une CPRE pour faire des biopsies de la papille. Et parfois, ça nous arrive en cas de dilatation majeure de la voie biliaire principale chez un patient qui a présenté une pancréatite et avec une grosse dilatation de la voie biliaire principale, mais ça on le fait de moins en moins, de faire d'emblée des biopsies de la papille. En fait, sur ce cas-là, si vous voulez, en général, là c'est l'orifice papillaire, c'est un orifice qui est fermé, et qui est très difficilement accessible. Ça met pas mal de temps. Il faut savoir que, et ça mon collègue vous le dira, que la CPRE, chez les patients qui ont une odite, il y a un risque de pancréatite qui est bien plus élevé que lorsqu'on fait une sphinctérotomie endoscopique pour des calculs de la voie biliaire principale. Donc on évite en général d'y aller. Et quand on y va, en fait, on s'aperçoit, ici vous avez le sphincter de Die, enfin la partie cholédossienne, et on voit très bien que c'est un muscle qui est très scléreux, et quand on fait des biopsies, c'est assez dur sous la pince. Voilà. Et donc là, on a l'entrée de la voie biliaire principale. Alors, quel est l'algorithme de prise en charge quand on a une suspicion de dysfonction du sphincter de Die, c'est-à-dire chez des femmes qui ont une cholestectomie récente ou ancienne, avec le plus souvent des perturbations du bilan hépatique? En général, c'est plutôt dans le type 1 de la classification de Milwaukee, pardon. Il faut éliminer un diagnostic différentiel et souvent ces patients vont aux urgences et ont une échographie ou un scanner. L'examen majeur, derrière, c'est l'écho-endoscopie, avec éventuellement une duodénoscopie si on a un doute sur un ampulum vatérien, parce que l'ampulum vatérien n'est pas toujours très bien visible, notamment s'il est bénin en écho-endoscopie. Et si tous ces examens sont négatifs, normalement, avant de se lancer dans des gestes thérapeutiques, médicamenteux ou endoscopiques, on réalise une scintigraphie biliaire afin de confirmer le diagnostic. Voilà. Et je vais laisser la parole à mon collègue.